Remise de lettres de félicitations ce mardi matin par le ministre de l'Intérieur aux forces de sécurité publique. Une façon pour Simplice Kodjodossou d'être reconnaissant et de témoigner la gratitude de la nation à l'engagement des policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers pour la sécurité des Béninois. La cérémonie s'est déroulée dans la cour du ministère. Reportage avec Modeste Taforossou. L'image porte en elle la solennité de cette cérémonie. Les félicitations du ministre de l'Intérieur à la police nationale, de même à la gendarmerie nationale et au groupement des sapeurs-pompiers. En somme, à toutes les forces constituées de la sécurité nationale. Au demeurant, l'acte traduit les félicitations et l'encouragement du gouvernement béninois à l'endroit de ces hommes et femmes en uniforme qui ont su avec bravoure et engagement veiller sur la sécurité des citoyens béninois au titre de l'année écoulée. Le Bénin est l'un des pays les plus sûrs en Afrique et pourquoi pas dans le monde. En matière de sécurité, chaque victoire en appelle d'autres et toute récompense induit de nouvelles responsabilités, notamment celle de faire mieux que par le passé. 2014 au Bénin a été une année turbulente et décadente au plan sécuritaire. Des braquages incessants et de nombreux vols à main armée. Des policiers, des gendarmes et des sapeurs-pompiers étaient au front. Certains ne s'en sont pas tirés, d'autres avec des séquelles. Et pour les récipiendaires, l'occasion est tout trouvée pour transcender les réalités et poser le diagnostic. Il est temps que la République du Bénin fasse asseoir son dispositif sécuritaire sur des outils et non sur des hommes. Sinon l'histoire va nous rattraper. Nous avons besoin de salles d'opération dans toutes les villes. Nous avons besoin de salles de commandement. Nous avons besoin de moyens. Et ça, il faut le dire. Nous avons besoin d'armement. Nous avons besoin de formation. Lettres de félicitations, attestations de félicitations et d'encouragement, tableau d'honneur, chaud et chaleureux échange de mains. Au-delà de tout, l'instant était donc une revue globale des risques auxquels sont exposées les forces de sécurité nationale. Et le ministre en a pris la pleine mesure. La compagnie de gendarmerie Groupement Nord change de main. Le lieutenant-colonel Mohamed Saké part et le chef d'escadron Zakari Taki s'installe. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée ce lundi matin en présence des hauts gradés de l'armée, des autorités et bien d'autres personnalités. Franck Romé Santana pour le compte-rendu. Voici l'acte qui installe officiellement le nouveau commandant de la gendarmerie groupement régional Nord. Le chef d'escadron Zakari Zakataki prend ainsi les rênes du commandement des mains de son prédécesseur, le lieutenant-colonel Mohamed Saké, appelé à servir sur d'autres fronts. Plusieurs étapes ont marqué cette cérémonie de passation de charge. Régional Nord, vous reconnaîtrez désormais comme votre chef le chef d'escadron Taki Zakari. Avec cette phase protocolaire, c'est une nouvelle mission qui commence ainsi pour Zakari Zakataki. Une mission dont il perçoit très bien la portée et l'immensité. Oui, je porte sur les signes de la paix et la sécurité. Parce que sans paix, sans développement. Et pas de développement sans paix aussi. Donc je pense que c'est ce à quoi je vais m'atteler. Je sais que c'est une mission difficile, très noble, mais avec le temps, je saurai comment arriver à convaincre mes collaborateurs, tout le personnel qui seront sous mon commandement, afin qu'on puisse faire un effort supplémentaire. Après environ 2 ans passés à la tête du groupement nord de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Mohamed Saké est appelé désormais à servir à l'ambassade du Bénin au Nigeria. Il part avec un sentiment de satisfaction. Pour nous, responsable de la sécurité, quand on part comme ça, quel que soit le temps que nous avons passé, le bilan est souvent mitigé et là il est aussi mitigé pour moi parce que, comme je dis souvent à mes collaborateurs, bien que les statistiques soient favorables, dès qu'il y a un citoyen qui s'est senti à un moment donné de votre séjour en insécurité, c'est que vous estimez que vous avez quand même failli. Parce que l'idéal pour nous, c'est de s'assurer que tout le monde bénéficie
de la quiétude possible et que les gens puissent vaquer à leurs occupations normalement. Un homme, une mission, des moyens et surtout du soutien. Justement, le nouveau patron des gendarmes de toute la partie septentrionale en a besoin. Celui de son prédécesseur ne lui fera visiblement pas défaut. Je trouve qu'il va mieux faire, il a la capacité de mieux faire. Et déjà s'inspirant de ce que nous avons fait, je crois que quand il aura pu capitaliser cela, ça lui permettra de voir, comme c'est la même gendarmerie, c'est le même travail que nous faisons. Donc il saura, avec les conseils qui lui ont été donnés, comment orienter le travail afin que les résultats soient meilleurs. Cette passation de charge s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives, des hauts gradés de la gendarmerie à la retraite comme encore en service. Merci donc à Franck Ezaï, à ONU pour ce point. Le ministre de la législation, de la justice et des droits de l'homme a procédé dans la matinée de ce mardi à l'ouverture de l'atelier du WACAP. WACAP entendait le réseau d'autorités centrales et de procureurs d'Afrique de l'Ouest contre la criminalité organisée. L'objectif de cet atelier est d'améliorer les outils du système judiciaire au sein des États de l'Afrique de l'Ouest pour mieux lutter contre le crime. Le point de la cérémonie à travers ce reportage signé Génial Lafouda et Tidjani. Instaurer un espace de dialogue entre les acteurs du système judiciaire des États de l'Afrique de l'Ouest pour renforcer leurs capacités dans la lutte contre la criminalité. C'est la raison du présent atelier qui réunit les membres du réseau d'autorités centrales et de procureurs ouest-africains WACAP. Financé par la France et les États-Unis d'Amérique, le WACAP est initié par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC. La criminalité organisée constitue justement l'une des entraves au développement. Cette initiative louable a pour objectif de renforcer les capacités des participants en vue de mener une lutte implacable contre le fléau. Les travaux offriront aux participants une meilleure compréhension des dispositions et de la portée des instruments juridiques. Ils favoriseront donc la promotion de réseaux d'entraide judiciaire entre les magistrats de différents pays. L'atelier qui s'ouvre aujourd'hui est une première au Bénin. Le WACAP est appelé à développer et à renforcer les capacités des procureurs dans le sens de la spécialisation en matière de criminalité organisée. La criminalité transnationale organisée qui recouvre différents actes criminels menace gravement la paix sociale, le développement humain et économique de nos pays. La réussite de la lutte contre le crime transnational organisé ne sera effective que si les acteurs à divers niveaux s'approprient les objectifs du WACAP et les mettent en pratique. Au terme de l'atelier, le réseau WACAP s'emploiera à développer l'expertise des procureurs et des magistrats. Ils seront donc suffisamment aguerris pour mieux lutter contre le crime organisé. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, recrute des agents électoraux pour le compte des élections prochaines au Bénin, aux portes de l'institution. À Cotonou, ça se bouscule, c'est du grand monde pour le dépôt des dossiers. Et voici le constat fait par Tanguy Agoy et Din Tidjani. Le siège de la Commission électorale nationale autonome à Cotonou grouille de monde. Un communiqué de recrutement d'agents électoraux, assistants des coordonnateurs d'arrondissement et présidents au niveau des bureaux de vote. Et la structure est d'emblée assiégée par de jeunes gens en quête de quoi s'occuper. On est parti pour y perdre la journée. Moi, je suis là très tôt. J'étais là très tôt, depuis 7 heures. Et il y a très peu de postes. Et depuis, on n'arrive pas à déposer. Tantôt, on nous envoie quelque part, tantôt, on nous envoie quelque part. Je m'en vais retirer un récépissé là-bas afin de déposer le dossier. On est encombré, c'est vrai, parce qu'on n'attendait pas autant de monde, même si on le prévoyait un peu, mais on n'attendait pas autant de monde. Donc, on est obligé de faire face à ça. Et puis, sinon, à part ça, c'est vrai qu'il y a du monde, mais ça va. Mais en face, dans les rangs, ça va vraiment pas. On se noie dans des longues et interminables files d'attente sous le soleil qui date ses rayons. Les conditions sont pénibles, mais on reste tenu par des réalités du moment. Depuis 9 heures, je suis ici et on attend toujours. On ne sait pas si on peut déposer aujourd'hui. Comme on ne fait rien, on est à la maison. Par exemple, moi maintenant, j'ai la maîtrise, mais ce que je suis venu voir ici, c'est que agent de poste, là, il paraît que c'est là où on peut recruter beaucoup. Donc j'attends. C'est un peu pénible pour nous. Pénible, vraiment c'est pénible.
La Sénat compte en retenir 100 à 120 000 environ après 3 jours de dépôt et d'étude des dossiers. Ça fait partie des multiples tâches qu'elle assure en attendant la disponibilité de la liste électorale et autres moyens essentiels pour la tenue des scrutins envisagés. L'équipe est d'ailleurs toute sereine. C'est vrai que l'organisation d'un scrutin est très difficile. Je ne voudrais pas faire preuve d'un optimisme béat. Il y aura certainement des difficultés, mais je crois que nous sommes en mesure de les surmonter. Nous n'allons pas nous amuser. On va faire signer un engagement. Et si quelqu'un ne respecte pas cet engagement, eh bien, il va s'exposer à des sanctions. Les futurs agents électoraux auront à veiller au bon déroulement du scrutin au niveau des arrondissements. C'est sur eux que s'appuiera la Sénat pour cet événement depuis longtemps attendu. Vaille que vaille donc, le chemin vers les élections au Bénin se balise. Le travail de lobbying des associations professionnelles, des médias dont le CNP à Bénin et l'UPMB, de même que les diligences faites par l'ancien ministre de la Communication, Komi Koutié, vont bientôt payer. Le projet de loi portant code de l'information et de la communication, pour lequel ils ont longtemps couru, est enfin en étude au Parlement. Les travaux ont démarré ce lundi et se sont poursuivis ce jour. Le point de la plénière d'hier avec Henri Ganti. C'est le couronnement d'un long processus de lobbying mené par les associations professionnelles des médias, aidées en son temps par l'ancien ministre de la Communication, Komi Koutié. L'étude du projet de loi portant code de l'information et de la communication, qu'ils appelaient de tous leurs vœux, a démarré ce lundi au Parlement. Il s'agit d'un document de 375 articles qui viendra remplacer les textes de loi d'une autre époque qui régissent jusque-là la presse béninoise. Plusieurs innovations y sont contenues pour améliorer les conditions d'existence des entreprises de presse et celles d'exercice de la profession. La loi innove en créant un bureau de vérification de la publicité chargé de faire appliquer les dispositions légales en matière de publicité et de parrainage des mesures prises pour garantir et promouvoir à travers les médias l'état de droit, des critères d'accès au diplôme, à la formation ou statut de journaliste ont fixé par la nouvelle loi. Le présent projet de loi veut lutter contre la corruption dans les milieux des médias, notamment dans la corporation des journalistes. Le droit à l'image est ici consacré et des règles relatives à la publicité ont été mises en exergue. Il en est de même de la protection de la vie privée et de la présomption d'innocence. L'innovation la plus importante concerne les peines privatives de liberté. Celles-ci sont supprimées et remplacées par les peines d'amende en ce qui concerne pour les délits d'opinion et les délits contre les personnes. Elles sont par contre maintenues pour la provocation au crime et les délits contre la chose publique. En voulant examiner un projet de loi portant code de l'information et de la communication, c'est tout le débat sur la démocratie. Le document dans son état actuel maintient les peines d'emprisonnement dans certains cas et sur la question, les avis sont partagés. La liberté d'expression est le primat de la démocratie et donc il faut une dépénalisation intégrale, ont argumenté certains députés, tandis que d'autres maintiennent une prudence face à une trop grande liberté des journalistes. Il faudrait que notre code s'inscrive dans la modernité. Voilà pourquoi moi je voudrais plaider pour que nous ayons un code débarrassé des peines privatives de liberté, pour éviter que chaque fois qu'un journaliste prend sa plume ou son micro pour exprimer une opinion, qu'il n'ait peur de rien, surtout en ce qui concerne sa liberté. La dépénalisation de la presse dont on parle n'est pas un cadeau. Je ne pense pas qu'on puisse punir un journaliste lorsqu'il intervient et parle des choses publiques. Et un homme politique est un homme public. Je ne pense pas qu'un homme public puisse craindre la presse, puisse même dire, avoir peur de la presse, punir un journaliste. Nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Être homme public en système démocratique, c'est s'exposer. Et c'est se mettre devant le scanner de la presse. Il faut qu'on se dise la vérité. La vie privée est la vie privée. Si je ne veux pas être critiqué, je ne dois pas prendre
le risque, le choix de l'action publique. Si nous sommes ministres, députés, délégués, si nous ne sommes rien du tout de ces choses-là, chef de l'État, président de la République, quelle que soit notre position, si cette position est publique, le journaliste doit avoir accès à ce public. Parce que c'est son rôle. Il ne faut pas qu'au nom de la liberté de presse, on porte atteinte à la dignité des autres. Qu'on voit comment on va pouvoir caler tout ça pour préserver au moins la paix dans notre pays. Si on ne préserve pas de la paix et on pense que donc la démocratie, donc c'est de la liberté à l'extrême où on peut humilier, on peut donc perdre la dignité de l'autre parce qu'on est libre. Mes frères, on ne sait pas quand ça commence, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Suppression intégrale des peines privatives ou non, les professionnels des médias seront fixés ce mardi. Les députés ont suspendu les travaux de la plénière de ce lundi, juste après avoir entamé l'étude du titre premier du projet de loi. Fini la phase 2 et place à la phase 3 du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Cotonou et de ses agglomérations. Les études de cette phase 3 ont été officiellement lancées ce matin à Cotonou. C'est au cours d'un atelier qui a regroupé autour des responsables de la Société nationale des eaux du Bénin, des partenaires techniques et financiers élus locaux et bien d'autres spécialistes de la question. Narcisse Alossé, bienvenue Houmbé. Après 5 années d'une mise en œuvre réussie de la phase 2 du projet de renforcement et d'extension du système d'alimentation en eau potable dans le Grand Cotonou, la phase 2 est déjà à l'étape de la gestation. Un national confectionné pour réduire le déficit en eau potable constaté aujourd'hui à Cotonou et environ. Vous savez, pour le peu que vous avez constaté pour ceux qui vivent dans la ville de Cotonou, que les investissements dans le secteur de l'eau ont accusé un grand retard. Et ce n'est que ces 2 dernières années que nous avons commencé par rattraper ce retard. Donc le premier objectif de cet atelier, c'est d'anticiper. Il y a 2 mots. Le mot anticipation et le mot planification. Il est nécessaire de faire de l'anticipation à travers la planification. Ce projet est ici en étude de validation par des techniciens du domaine, assistés pour la circonstance des partenaires techniques et financiers. Pendant ce projet de la phase 2, nous avons vu des grandes améliorations au niveau de la SONEB. L'augmentation sensible des volumes vendus, la croissance spectaculaire du nombre des abonnés au cours de ces dernières années, l'amélioration des indicateurs de performance de la SONEB. Tout ça nous a inspiré la confiance que la SONEB peut mener à bien des projets d'investissement d'envergure. Et outre la métropole du Sud Bénin, ce projet va aussi impacter les populations des localités environnantes, notamment les communes d'Abomey-Calavi et de Semekoudji. Comme le cordonnier mal chaussé, nous donnons l'eau aux communes environnantes, mais nous-mêmes, on n'en a pas. Et c'est pourquoi je suis content d'être ici avec les partenaires. C'est ceux-là qui vont nous aider pour qu'on puisse alimenter les maisons de la grande population d'Abomey-Calavi. Nous devons en être fiers et accompagner le directeur général de la SONEB pour que cela puisse avoir un très heureux aboutissement, parce que aujourd'hui dans les communes, le problème préoccupant, c'est comment faire pour mettre de l'eau à la portée des citoyens. C'est un projet eau et assainissement qui est contenu dans un programme orienté vers une vision jusqu'en 2035. Cette phase 3 devrait mobiliser près de 20 milliards de francs CFA. Plusieurs acteurs de la filière noix de cajou se sont réunis hier lundi à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour échanger sur la campagne noix de cajou 2015. Il était question de recenser les dysfonctionnements qui ont émaillé la campagne précédente et de proposer des pistes de solutions. La rencontre a été initiée par la Fédération nationale des acheteurs de produits agricoles et tropicaux, FENAPAT, Bergedor Radiou, Dintidjani. Journée d'échange des noix de cajou a réuni ses acteurs à la CCIB. La campagne, c'est en mars prochain. Acheteurs, fournisseurs, exportateurs, tous étaient réunis à la même table pour la même cause. Rompre avec les pratiques dissonantes pour mettre en pole position le secteur. Néanmoins, une aile a manqué à l'appel de la Fédération nationale des acheteurs de produits agricoles et tropicaux, FENAPAT. Ce matin, déjà à 9h30,
on devrait rencontrer les transformateurs, la famille des transformateurs de la noix de cajou, mais malheureusement, pour des raisons que nous ignorons, ils n'ont pas pu répondre à notre appel. Et à partir de 15 h, on a eu la chance de rencontrer les exportateurs et entendu Connect, avec qui nous avons eu des échanges assez fructueux, pouvant rentrer dans le cadre d'un apaisement de la campagne de noix de cajou 2015. La campagne est souvent exposée à plusieurs aléas. Invasion du secteur par les exportateurs pirates, prolongement régressif de la campagne ou encore les ratés du contrôle de qualité. Tout est passé au peigne fin. Et après 10 heures de travaux, des dispositions sont annoncées pour verrouiller le mode opératoire des trublions. Nous allons en Océan d'abord réorganiser l'exportation, faire en sorte que tous ceux qui doivent exporter à partir du Bénin soient reconnus et contribuer au développement économique du pays en respectant les tests de la République. Si quelqu'un tente ces genres de mélange, c'est sûr qu'arrivé à Cotonou, par rapport aux analyses, il sera découvert. Et là, le prix auquel le produit sera acheté doit être cassé. Et quand c'est cassé, quand le produit est ramené à la baisse, c'est qu'il aura de difficultés. Il aura de difficultés à pouvoir s'en sortir. Chaque partie est sortie quelque peu renforcée. On est certainement loin d'une campagne de noix de cajou 2015 parfaite, mais la deuxième filière agricole chère au gouvernement après le coton est partie cette année d'un bon pied. Rachidi Gbadamassi est en tournée depuis quelques jours à l'intérieur de la ville de Parakou dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Il est allé vérifier si les instructions du chef de l'État sont respectées par le ministère en charge de l'énergie dans le cadre des travaux d'extension de l'électrification dans certains quartiers de la ville. Reportage de Franck Ezaï Aounou. Les quartiers périphériques de la ville de Parakou, non encore électrifiés à la date d'aujourd'hui, le seront très bientôt. Et c'est l'acte consacrant le lancement de l'extension de l'énergie électrique de ces zones que l'honorable Rachidi Gbadamassi est allé poser ce samedi. Deux quartiers sont concernés par ce projet, dont Okedama, où la population s'est fortement mobilisée pour accueillir la délégation du député. L'électricité est le quatrième levier de développement que le président Yahya Boni a choisi pour développer notre pays. L'extension du réseau électrique dans le quartier qui viendra à coup sûr propulser le développement économique, améliorer de façon substantielle les résultats scolaires mieux qu'auparavant, car nos élèves et étudiants auront désormais de la lumière pour étudier en plein temps. C'est au nom du chef de l'État que le député appuyé par la coordination FCBE entreprend cette tournée de lancement de plusieurs projets. Une façon de traduire dans les actes la vision de... La prospérité partagée prônée par son excellence, le docteur Yahya Boni, est arrivé à Okedama aujourd'hui. Yahya Boni, véritable artisan de développement. L'alpha et l'oméga de développement. Que ce soit à Okedama ou à Ouru Tokoro, l'autre quartier concerné par le projet, les populations ont accueilli favorablement la démarche de l'honorable. Voici aujourd'hui, vous êtes en train de faire sortir du quartier des ténèbres, car le quartier jadis appelé quartier noir de Parakou est aujourd'hui éclairé grâce à vous, honorable Gbadamassi. Plusieurs autres actions sont prévues en faveur des écoles, des autres localités de la commune. Ceci grâce à l'implication personnelle du président de la République. Toute chose que salue aussi bien le député que les bénéficiaires. Yahya Boni est la pierre principale comme résultat des bâtisseurs et qui est devenue la principale de l'angle de développement du Bénin. Car je le dis toujours, et je dois toujours le répéter, la voie royale pour convaincre le peuple, c'est le concret. C'est le concret. Les poteaux électriques devant servir à cette extension sont disponibles sur le terrain et les premiers coups de pioche sont déjà visibles. La commune de Ndali renouvelle sa fidélité à Boniaï. Les populations de cette commune du Borgou l'ont à travers une marche témoignée ce dimanche. À leur côté, plusieurs ministres du gouvernement. Donald Panou pour le compte-rendu.
Les populations de Ndali renouvellent leur fidélité au président de la République. Elles l'ont fait savoir ce dimanche à travers une marche qui a pris corps ici pour s'étendre sur 2 km environ. Nous ne sommes pas ingrats. Et Aïboni a fait beaucoup pour nous et nous voulons témoigner que nous voulons l'accompagner jusqu'à la fin de son mandat. C'est pour ça que nous marchons ce matin. Le terrain de jeu de la commune a été le point de chute de cette marche où diverses déclarations ont été faites par les différentes personnalités. Nous sommes là. Population effectivement de Ndali, de tous les échantillons pour dire merci au chef de l'État pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue de faire. Je voudrais ici, autant que nous sommes, que nous soyons des messagers auprès de ceux-là. Dites-leur que le Kori, il est encore blanc, il restera toujours blanc et il sera toujours gagnant. Le Bénin avance avec le docteur Boniaï et rien n'arrêtera parce que c'est une œuvre de Dieu, c'est Dieu qui l'a mis. Et je pense que ensemble avec vous et vos prières qui l'accompagnent chaque jour, le meilleur reste à venir pour notre pays. De l'association des femmes en passant par l'association des jeunes, les sages et notables, tous affirment encore épouser les idéaux du chef de l'État, Boniaï. Nous, jeunesse de la commune de Ndali, nous disons à notre papa, le président Boniaï, de rester tranquille. Toute la commune de Ndali est alliée derrière lui. S'il nous dit de bouger à gauche, nous sommes à gauche. S'il nous dit d'aller à droite, nous sommes à droite. Le président de la République peut toujours compter sur Ndali pour les prochaines joutes électorales et l'assurance est encore donnée ici. Pour les prochaines séances, que le chaos soit toujours renouvelé. Voilà, mes chers parents, dans cette volonté de sauvegarder la solidarité, il faut préciser que la marche est initiée par l'association des jeunes de la commune de... Dans la suite de ce 19-30, lancement à Boycon de l'opération dénommée Une femme, une identité, une initiative de la mairie de Boycon qui vise à doter toutes les femmes de cartes d'identité civile. Le Cameroun qui a disputé 3 matchs de... La 5e année consécutive permet d'honorer la mémoire des ancêtres qui ont une façon traditionnelle de fêter l'épiphanie. Et tout de suite, direction Grand Amphithéâtre de la Faculté des Sciences de la Santé à Cotonou. Les étudiants de l'École supérieure des assistants sociaux de la FSS ont reçu leur diplôme de fin de formation. La remise a eu lieu le vendredi 16 janvier, le point de la cérémonie, à travers ce reportage signé Génial Afouda. La route a été longue, mais l'arrivée est belle pour ces jeunes étudiants fraîchement sortis de l'École supérieure des assistants sociaux. Ils sont une trentaine d'étudiants à recevoir leur diplôme de fin de formation après 3 années de dur labeur. Sacrifice que leur reconnaissent les enseignants qui les ont formés durant leur cursus. Ce n'est pas évident de tout abandonner pour se donner rien qu'à l'étude. Ce travail, quand on le fait assez consciencieusement, paye toujours. Et c'est ce bien que vous avez aujourd'hui. Vous avez la chance d'être là. La formation, le travail que vous avez à faire n'est pas aisé et n'est pas simple, n'est pas facile. Chers étudiants, vous voici donc au bout de ce long processus. Faites d'efforts continus pour décrocher ce fameux diplôme que vous avez tant besoin. Ce parchemin, pour chacun de vous, est un objet de fierté et d'espoir. Au menu de la journée, délibération et animation culturelle. L'École supérieure des assistants sociaux est à sa 35e promotion. La cérémonie a pris fin par la remise de parchemins aux différents récipiendaires. Après 41 ans de bons et loyaux services rendus à la nation, Dieudonné Sekloka est admis dans l'ordre national du Bénin. C'était une cérémonie présidée par le vice-chancelier de l'ordre national du Bénin, professeur Roger Garba. Les temps forts de cette cérémonie de distinction avec Pamphile Zinsoupli et Georges Voudounon. Dieudonné Sekloka, administrateur des finances à la retraite, admis dans la grande et prestigieuse famille des distingués du Bénin.
Il s'agit de la cérémonie de distinction honorifique de ce digne fonctionnaire d'État au parcours exceptionnel. Il a rendu de bons et loyaux services à la nation pendant 41 ans. Et pour rendre grâce au Seigneur, une messe a été dite à son intention. Une célébration eucharistique qui a eu pour cadre l'église Saint-Michel de Djekbé avant de laisser place à la cérémonie de distinction proprement dite. Au terme du décret 2013-236 du 3 mai 2013, Monsieur Dieudonné Sekloka, au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Bénin. Devant un parterre de personnalités, de cadres à divers niveaux, députés à l'Assemblée nationale, ministres de la République et des têtes couronnées, l'heureux récipiendaire Dieudonné Sekloka a reconnu les bienfaits de Dieu dans sa vie. Cette journée est mon Père. C'est à lui que je dois tout. Tous les honneurs sont pour lui. Tout ce que je reçois, tout ce que je peux, tout ce que je gagne, c'est pour lui. Je crois que si au-delà, il y a quelque chose qu'on tire de sa position, je demande à Dieu de lui accorder la grâce. Je suis très content d'assister à cette cérémonie parce que 30 ans de service dans l'administration publique, ou du moins 41 ans, n'est pas donné à n'importe qui. Dayo Vogan Sekloka, le désormais chevalier de l'Ordre national du Bénin, porte fièrement et dignement sa médaille, signe de sa loyauté au service de la nation béninoise. Restons avec nos confrères de Boycon pour suivre le lancement de l'opération Une femme, une identité. L'initiative de la mairie de Boycon vise à doter toutes les femmes de cartes d'identité civile au cours de l'année 2015 et c'est ce qui justifie la descente de l'autorité communale ce week-end dans le marché central de Boycon pour le lancement de l'opération. Reportage de Pamphile Zissou-Pli. Lancement officiel de l'opération Une femme, une carte d'identité nationale au profit des femmes du marché central de la ville de Boycon. À travers cette initiative, 2000 femmes se feront établir gratuitement la carte d'identité nationale afin de mener sans anicroche leurs activités commerciales. Cette volonté du maire Luc Setongi à Troco et le conseil communal est bien appréciée des responsables du marché central que des commerçantes. Je remercie le maire pour cette initiative qui est la première à Boycon, voire dans le département. Ceci démontre l'attachement du maire à l'épanouissement et au bonheur des femmes. C'est pourquoi j'exhorte les femmes du marché à profiter de cette opportunité qui leur est offerte pour se faire établir gratuitement la carte d'identité. Un geste tout à fait singulier dans le département du Zou et des Collines. Cette initiative, qui se déroule au cœur du marché, permettra à plusieurs femmes d'avoir leur carte d'identité nationale pour pallier aux multiples difficultés afférentes au manque de cette pièce très capitale. Au niveau macroéconomique, ça permet à l'État d'avoir des données sur cette personne. Et ça permet à l'État de faire les prévisions économiques, sociales, tout ce que vous savez. Au niveau microéconomique, quelqu'un qui a sa candidature a une certaine autonomie, que ce soit sur le plan social, sécuritaire et économique. Aujourd'hui, une femme, pour aller prendre de l'argent dans une institution de microfinance, on lui exige la carte d'identité. Et quand elle n'a pas la carte d'identité, elle est obligée de prendre des témoins par-ci, de prendre des gens pour venir l'aider. Ça fait dépenser. Aujourd'hui, vous avez votre enfant qui vous fait un chèque ou d'y aller prendre la banque. Vous n'avez pas une carte d'identité, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de passer par d'autres personnes avec beaucoup de risques. La personne peut prendre l'argent et disparaître. Très prochainement, une vague de jeunes sera lancée pour apprendre gratuitement à conduire dans des auto-écoles agréées du centre Bénin. Une série d'activités qui permettra à ces personnes déshéritées de se donner une image dans la société. Ambiance de fête ce week-end sur une gare routière à Abomey. L'instant d'une journée, les usagers de ce lieu de transit se sont retrouvés pour se récréer loin de tout stress des jours de travail. Les festivités ont été parrainées par le chef de la collectivité Hans Oglele qui a profité pour appeler les fils et filles d'Abomey à l'union autour du développement de la cité historique. Met Hélène Namoussou pour le compte rendu. C'est une journée de réjouissance instaurée pour cultiver l'esprit de fraternité. Pendant 24 heures, quelle que soit
soit leur divergence, ces usagers de Adjagar à Abomey se retrouvent non seulement pour festoyer, mais aussi pour se rappeler les règles de fonctionnement sur ce lieu de transit et surtout se présenter les vœux pour la nouvelle année. L'événement est à sa 3e édition. Pour cette année, ils avaient à leur côté aussi bien le maire de la cité historique d'Abomey que Dassem Liko Aran Zoglele. Ce grand moment festif leur a permis de remercier le conseil communal d'Abomey pour ses efforts afin d'offrir aux Ouégbadjavi le nécessaire pour de meilleures conditions de vie ainsi que le développement de la ville. Ils ont également saisi l'occasion pour renouveler leur engagement à respecter les clauses de leur collaboration avec l'équipe communale qui, de son côté, ne les a pas oubliés pour l'aménagement de leur cadre de travail. Cette année, je voudrais profiter de votre fête pour annoncer une surprise pour Adjagar. Je pense que Adjagar va changer dans les 6 mois à venir de look. Nous allons embellir la ville et nous avons déjà à peu près 70 millions pour ça réservés. Les études architecturales ont commencé et bientôt ça sera une réalité. Co-parrain des manifestations, son Altesse Dassem Liko Alomangbaloma Jotodo II, Aran Zoglele, va les féliciter pour leur contribution au système de transport à Abomey, de même que dans le pays. La tête couronnée a profité de l'instant pour rappeler aux filles et fils d'Abomey que c'est l'union qui fait la force. La tête couronnée, monsieur les membres du syndicat des conducteurs de véhicules, chers frères, monsieur les conducteurs de taxi, motos Abidjan, chers jeunes, population d'Abomey, c'est une circonstance où j'ai une seule phrase à placer, l'unité. Parce que Abomey en a besoin. Et nous devons marcher sur le symbole du royaume. Que quelles que soient les difficultés, nous avons bâti notre cité, notre royaume, notre ville. Un agréable après-midi qui laisse déjà transparaître les lueurs d'une prochaine édition plus réussie. Sous le parrainage du général Fernand Amoussou, les jeunes du village de Fanyokwe, comme vous allez voir sur ces images, situées dans la commune de Djakotome, département du Koufo, ont célébré l'édition 2015 de la fête annuelle. Une occasion pour ces jeunes et leurs invités d'honneur de procéder à la mise en service d'un forage réalisé par le général au profit de ses parents. C'est une coutume pour les artistes béninois, en particulier ceux de Porto-Novo, d'organiser un spectacle de chants et danses dénommé l'épiphanie des artistes ce week-end encore. Pour la 5e fois, ces artistes ont encore honoré le rendez-vous. L'objectif poursuivi en organisant une telle fête est d'honorer la mémoire des ancêtres qui ont une façon particulière de fêter l'épiphanie. Franck Gomez, Santana, Thibaut Acholupe. Cette 5e édition de l'épiphanie des artistes musiciens traditionnels de la ville de Porto-Novo ce week-end. Fête chrétienne célébrant la visite des rois mages à Jésus, elle est traditionnellement fêtée à Rogbonou depuis la nuit des temps. C'est pour sa pérennisation, parce qu'héritée de leurs ancêtres, que ces artistes sacrifient à la tradition chaque année. La fête de l'épiphanie est une fête précieuse pour les départements de l'Ouémé et du Plateau, et en l'occurrence Porto-Novo. Et cette fête, les musiciens traditionnels de Porto-Novo ont décidé depuis quelques années de reprendre après la fête de l'épiphanie qui se fête dans les églises. Les musiciens traditionnels ont voulu se retrouver, jouer, continuer cette fête-là à leur niveau. Surtout que cette fête est basée sur la tradition. Cette fête est basée sur le rythme. À Coron, par exemple, beaucoup de rythmes qui se jouent à Djogan, qui se jouent pendant cette fête. Les musiciens traditionnels de Porto-Novo ont voulu honorer leurs ancêtres. Au cours de cette fête, 6 artistes venus des 6 départements ont été distingués comme étant les meilleurs de leur département au titre de l'année 2014. Les mérites du ministère de la Culture pour son soutien constant aux artistes à travers le Fonds d'aide à la culture ont été par ailleurs reconnus. Ici, nous sommes là d'abord pour célébrer l'épiphanie des artistes de l'Ouémé Plateau, mais en même temps pour nominer des artistes traditionnels de tout le pays. C'est une initiative à encourager, c'est ce qui fait que nous sommes d'abord présents à travers le Fonds d'aide à la culture et en même temps à travers le ministère de la Culture. C'est vrai ici que le ministère de la Culture, à travers le Fonds d'aide à la culture, a aussi reçu un prix pour le soutien des initiatives
culturelle. Malgré tous les efforts qu'ils font pour rester sur la scène musicale, ils sont très peu connus. Et cette occasion leur a servi de canal pour faire un plaidoyer en direction des autorités en charge de la culture. Nous n'avons pas un festival digne de ce nom de la musique traditionnelle. Alors que la musique traditionnelle est la mère de toutes les musiques, est la source première, la source d'inspiration de tous les autres artistes. Quand est-ce que la culture béninoise, quand est-ce que la musique traditionnelle béninoise pourra s'imposer sur le plan international si on n'en fait pas un festival et qui peut durer toute une semaine? Cette 5e édition de l'épiphanie des musiciens traditionnels de Porto Novo a duré 2 jours et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. C'est sur cette note musicale que nous allons mettre un terme à cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 19h30.